Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'À la Source. Au programme ce soir, une actualité sociale encore bien fournie avec le mariage pour tous dont les débats ont commencé au Sénat aujourd'hui. Les allocations familiales, la situation des Roms et les nouveaux rythmes scolaires. Nous parlerons dans quelques minutes de ce fameux projet de loi sur le mariage avec Bruno Retailleau, sénateur de Vendée. Bonsoir. Bonsoir. Et Guillaume Goubert, rédacteur en chef à La Croix. Bonsoir. Bonsoir. Pour le reste de l'actualité, nous reviendrons sur les violences faites aux Coptes et nous ferons le point sur les travaux d'aménagement de la cathédrale de Nanterre. Le mariage pour tous est examiné à partir de ce jeudi au Sénat. Près de 280 amendements et 3 motions de procédure UMP visant à repousser le texte ont été déposés. On sait que l'adoption du projet de loi se jouera à une poignée de voix, des voix sous la pression des opposants qui ne désarment pas. Bien sûr, on y croit encore. De toute façon, la question se pose pas parce que même si le texte passe, il va falloir continuer à agir. Et voilà, rien n'est fait. On voit qu'il y a quand même des sénateurs qui sont encore en train de se poser des questions. On en apprend aussi encore aujourd'hui qui vont changer leur vote lors du projet de loi au Sénat. Donc on lâchera rien, quoi. En tout état de cause, un texte comme celui-là ne peut en aucun cas, on ne peut pas l'imaginer, être mis en procédure d'urgence. C'est-à-dire qu'il faudra bien que les deux assemblées s'accordent sur un texte. Maintenant, il n'est pas à exclure que le texte soit rejeté au Sénat. On peut toujours avoir des surprises. Et vous savez, le Sénat, c'est une assemblée aujourd'hui très particulière où il n'y a pas de vraie majorité politique. Nous l'avons prouvé en rejetant de nombreux textes proposés par l'actuel gouvernement. Ce débat devrait durer jusqu'au 12 ou 13 avril. L'opposition pourrait déposer également une motion visant à demander un référendum sur le sujet. Hier mercredi, dans un des bureaux de l'Assemblée nationale, le député Jean-Frédéric Poisson a reçu les cofondatrices du collectif Les Adoptés pour l'enfance, ainsi que Laurence Cheng, porte-parole de la Manif pour tous, et Nathalie Talleux, porte-parole des familles adoptantes. Elles ont présenté le livre blanc « Témoignages d'adoptés et d'adoptants » qu'elles comptent distribuer au Sénat. Sybille Delettre y était. La parole des adoptés, elle est très forte. Ils doivent être écoutés. Pour l'instant, ils sont oubliés, maltraités, parfois instrumentalisés par les auteurs du projet de loi. Et tout ça doit être combattu. Le mariage et l'adoption, c'est la possibilité que l'enfant trouve un papa et une maman pour guérir de l'abandon qu'il a connu et aussi pour pouvoir s'inscrire dans une filiation la plus vraisemblable possible. Il y a un moment, quand vous posez des questions sur votre adoption, vous comprenez que vous pouvez être l'enfant de vos parents. Alors vos parents ne vous ont pas procréé au sens biologique, et ça vous le comprenez très bien, mais leur amour aurait pu vous faire venir au monde. Et ça, ce ne sera pas possible pour nos petits frères et nos petites sœurs. J'ai été privée une première fois d'un père et d'une mère, des deux. On m'a retrouvé un papa et une maman. Les autres, on ne leur retrouvera pas. Donc on les prive une deuxième fois. Vous croyez qu'ils vont être apaisés avec ça ? Comme vous le savez, le dossier des allocations familiales est grand ouvert sur le bureau du Haut Conseil de la famille. Le rapport de Bertrand Fragonard, qui est débattu aujourd'hui, suggère de baisser les prestations familiales perçues par les ménages les plus aisés. Économie envisagée entre 450 millions et 1,5 milliard d'euros. Un rêve pour le gouvernement qui cherche partout de l'argent frais pour combler le déficit public. On écoute ce que Jean-Marie Andrès, vice-président des associations familiales catholiques, pense de cette idée. On coupe à droite à gauche, on coupe sans logique, sans dynamique, et on arrive à quelque chose qui est du travail de gribouille, c'est-à-dire quelque chose qui fait que les Français ne s'y retrouvent pas, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas à quoi ça sert, ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas qu'on peut ou pas compter sur quelque chose. Et donc ça c'est de la non-politique familiale, c'est du détricotage, c'est de la fragilisation, c'est de la fragmentation. Une famille, elle prend des engagements à 20 ou 30 ans. Donc on ne peut pas laisser penser aux familles quand elles construisent leur avenir qu'en réalité tout ça sera joué au dé au fur et à mesure en fait des changements de majorité et de législation. Donc fondamentalement, une réflexion de fond est sans doute nécessaire pour assurer cette visibilité. Aujourd'hui en France, les déséquilibres de la branche famille sont dus au fait qu'il y a une natalité insuffisante. Donc si on pense qu'on va régler les problèmes de la branche famille en lui transposant tous les déséquilibres d'autres branches, et en particulier qu'en réduisant la politique familiale, on va augmenter la natalité, je pense que la logique fondamentale des politiques publiques est essentiellement absurde. Une fois le texte définitivement adopté, il sera remis au Premier ministre qui fera des propositions avant la fin du mois d'avril.
Toujours à propos des prestations familiales, les sénateurs ont choisi mercredi dernier de supprimer les allocations familiales et l'allocation de rentrée scolaire aux familles lorsque l'enfant a été confié par le juge à l'aide sociale à l'enfance. Contre toute attente et par 330 voix contre 16, ils ont décidé de transférer le montant de ces allocations aux conseils généraux. Une aberration pour Jean-Christophe Caner, délégué général de la branche petite enfance à la Fondation d'Auteuil. On s'attaque aux familles les plus en difficulté, les plus démunies, et en les touchant là où ça fait le plus mal, c'est-à-dire au porte-monnaie, et en les empêchant finalement de pouvoir avoir une chance de se relever et de récupérer leurs enfants à l'issue du placement, ce qui est normalement l'issue que la loi prévoit à tout placement. On renforce la dureté de la mesure. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous semble être à la fois injuste et totalement contre-productif. Alors, des associations de protection de l'enfance estiment aussi qu'il s'agit d'une erreur économique. En effet, pour une famille de 2 enfants, ces allocations reversées au Conseil général ne rapporteraient que 1 524 € au département, tandis que le placement d'un enfant lui coûte 34 000 € par an. Toujours dans l'actualité, l'évacuation de campements de Roms a repris hier matin dans l'Essonne. Le campement illicite de Rissorangis, situé en bordure de la Nationale 7, a été évacué puis détruit hier à l'aube par les forces de l'ordre. À l'invitation du prêtre de la paroisse, une partie des familles roms a pu se mettre à l'abri du froid dans l'église, à quelques centaines de mètres du camp. Avec les chrétiens, avec l'église, nous avons pensé que nous pouvions ouvrir l'église pour ceux qui avaient froid, notamment les femmes et les enfants, qui ne restent pas dehors en attendant qu'on leur propose une solution. Les Roms ont ensuite été dirigés vers des solutions d'hébergement jugées précaires par les associations de soutien à ces familles. On les sépare, on leur propose des conditions d'habitat complètement démentes et on voudrait qu'ils acceptent. Problème d'hébergement, mais également de scolarisation des enfants, notamment pour la douzaine de familles qui a été retenue dans le cadre d'un chantier d'insertion avec des solutions de logement et des propositions de travail. Cette initiative se mettra en place dans 4 ou 5 semaines. Nous pensions qu'au moins pour ces 12 familles, on attendrait pour les expulser que l'on ait trouvé dans l'environnement géographique de Ris des possibilités temporaires pendant 1 mois permettant notamment la scolarisation des enfants. Pour le directeur du cabinet du préfet, la responsabilité de trouver des logements aux familles roms revient également au Secours catholique. Les responsables de l'association lui ont répondu qu'ils ne disposent ni des subventions, ni des structures d'accueil nécessaires. Toujours à ce sujet, vendredi saint, lors de sa visite à une 50aine de Roms expulsés de leur campement et réfugiés dans une salle paroissiale, le cardinal Barbarin, primat des Gaules, a déclaré « Je n'ai pas de leçon à donner au gouvernement, il est responsable et sait qu'il est devant une grande difficulté ». La vie des familles est dans l'œil du cyclone en ce moment. On le sait maintenant, les rythmes scolaires vont être chamboulés dans plusieurs communes de France dès la rentrée prochaine. La semaine de 4 jours deviendra dès septembre la semaine de 4 jours et demi. Un problème pour le cours de caté du mercredi matin ? Réponse du père Luc Mellet, directeur du service national de la catéchèse et du catéchuménat. Le souci pourrait être le suivant, c'est que pour le moment et depuis des décennies et des décennies, notre dispositif est calé pour 60% de la catéchèse en France sur le mercredi matin. On va dire, mais si les enfants sont libres à d'autres moments, eh bien, c'est tout aussi simple de l'organiser à d'autres moments. Et effectivement, est-ce que ce sera aussi simple ? Ça reste à vérifier, c'est donc une vraie question. Ce qui nécessite parfois une plage horaire autre, qui est possible dans une matinée longue de temps en temps, selon certains rythmes, qui sera très différente si la catéchèse venait à se situer exclusivement, eh bien, par exemple, dans le créneau de fin d'après-midi, un peu à la sauvette, vous voyez. On pourrait imaginer que ça, ce soit une vraie difficulté. Il faudra y réfléchir et voir comment, dans les paroisses, on essaierait de pallier à ce problème. Dimanche dernier, lors de ce long week-end pascal, vous étiez sans doute devant votre téléviseur lors de la bénédiction Urbi et Orbi donnée par le pape François. Aux personnes massées place Saint-Pierre et à tous les téléspectateurs, il a dit « Oui, le Christ est notre paix et par lui implorons la paix pour le monde entier », pointant notamment les troubles au Moyen-Orient. Moyen-Orient où un séminariste syrien a été tué par un obus à Damas et où 3 chrétiens ont été égorgés à Alep pendant la Semaine Sainte. Dans la région, les violences envers les Coptes se sont aussi intensifiées depuis plusieurs semaines. Mi-mars, une église copte incendiée à Benghazi en Libye. Le 25 mars, condamnation d'un musulman à la peine capitale au Caire pour le meurtre de 2 Coptes en 2011, sans oublier des emprisonnements, des arrestations quotidiennes. Le père Rafik Gresh, porte-parole de l'église catholique en Égypte, nous donne des éléments de compréhension. Dans tous ces pays, on peut dire franchement que c'est une persécution.
la persécution que nous vivons de pire en pire tous les jours. Le point de départ, c'est que les trois églises, l'église orthodoxe, copte orthodoxe, les catholiques et les protestants, ne se sont pas pliés au désir des islamistes qui gouvernent maintenant. Ils voulaient, sous l'emblème du dialogue national, que l'Église soit d'accord sur la constitution qui est islamisée. L'Église s'est mise en dehors du dialogue national quand on a vu que ce n'était pas un vrai dialogue franc et honnête. Une violence religieuse à déplorer aussi en Inde. Le père Thomas, 62 ans, recteur du très réputé séminaire pontifical Saint-Pierre à Bangalore, a été assassiné avec une grande violence dans la nuit du dimanche de Pâques. La communauté catholique est sous le choc et attend les résultats de l'enquête de police. Sans transition, à Nanterre, lieu de naissance de Sainte-Geneviève, les travaux se poursuivent depuis septembre pour rénover la cathédrale bâtie dans la première moitié du XXe siècle et achevée dans les années 70. Aujourd'hui, l'intérieur n'est plus qu'un grand échafaudage qui n'empêche pourtant pas de célébrer la messe entre bâches et pylônes métalliques. Bravant la poussière, Sybille Delettre s'est rendue sur place pour faire un état des lieux à mi-parcours de ce chantier qui devrait durer 1 an. Chantier qui permettra de redonner tout leur lustre aux 1000 mètres carrés des fresques. On a le plaisir donc de faire renaître, de faire revoir ces peintures parce que vraiment l'encrassement était très fort. Donc les faire renaître à la fois physiquement mais aussi à travers une documentation complète, de pouvoir aussi faire revivre les gens qui ont travaillé au début de ce siècle. Je vois effectivement tout ce qui se passe et je n'imaginais pas ça au départ, je dois le dire. C'est tout à fait impressionnant et il y a une belle communauté aussi entre les ouvriers des chantiers, les restauratrices des fresques autour de Madame de Castelbajac et tant d'autres choses. C'est vraiment un lieu communautaire et d'approfondissement de l'évangile et d'évangélisation d'une certaine manière à cause des questions qu'on nous pose et du rayonnement que ça a déjà. Évangélisation. Toujours en région parisienne, ce mardi, le collectif For My People of Prophets a organisé une soirée vernissage pour le livre 40 prophètes pour une génération. Un recueil de témoignages de jeunes convertis. Au programme, mini-concerts, exposition de graffiti, témoignages et présentation de l'ouvrage. En quoi un témoin de la foi est-il prophète pour le monde? La réponse dans ce reportage de Charles-François Brejon. Si ton Dieu t'appelle, qu'est-ce que tu lui dis? Je suis là. Si ton Dieu t'appelle, qu'est-ce que tu lui dis? Un prophète, c'est celui qui témoigne du Christ. C'est une personne qui est à l'écoute de Dieu. C'est aussi ceux qui prennent les coups parce que c'est ceux qui sont en première ligne. Par la présence de Dieu en lui, il est la présence de Dieu pour le monde. Non, le prophète n'est pas un homme d'un autre âge, un concept dépassé ou une réalité poussiéreuse. En publiant l'histoire de leur rencontre avec Dieu en la rendant publique, les 40 témoins ont bel et bien fait acte de prophétie. Ils sont prophètes parce que tout simplement, à travers leur vie, ils disent quelque chose du Seigneur, qui dit son projet d'amour, de relèvement, de résurrection sur tous les hommes. Et donc c'est comme un écho de la parole de Dieu. Un écho de la parole de Dieu qui trouve aussi sa source dans l'authenticité des témoignages. Alors, dans cette église, j'ai crié vers le ciel. J'ai demandé que Dieu, s'il existait, vienne m'aider. C'est quand même un livre qui touche le mystère de la croix, enfin de la souffrance. Tous ces garçons, toutes ces filles se sont convertis à travers une blessure et une croix très profonde. Et ce livre nous montre ça, qu'il n'y a pas de lieu où Christ ne puisse pas atteindre quelqu'un qui est blessé. Aucun lieu. Le pape Paul VI disait que le monde écoutait plus volontiers les témoins que les maîtres. À sa suite, les 40 jeunes ont témoigné pour que se lève une génération de prophètes dont le monde a tant besoin. L'hécatombe des évêques émérites se poursuit avec la disparition de Monseigneur Charles Amarin-Brand, une figure historique de l'église d'Alsace-Lorraine, décédé dans sa 93e année. Il fut archevêque de Strasbourg de 84 à 97, après avoir été archevêque de Monaco de 81 à 84. Voici le temps d'écouter le regard décalé sur l'actualité du père Armogat. Les mésaventures d'un ministre malhonnête ont fait passer au second plan ce qui se passe en Afrique, au Tchad en particulier. Alors, il est clair que les pouvoirs souverains du président de la République
font que nous ne sommes pas vraiment consultés sur ce qui est en train de se passer sur des soldats français qui sont tués et qui tuent, sur des populations qui sont déplacées, qui fuient les combats, sur une situation qui est tout à fait tragique pour des populations déjà fortement affectées par les conditions économiques. Alors, ce qui se passe au Tchad et en République centrafricaine doit vraiment nous concerner. Et le brouhaha médiatique autour d'un ministre malhonnête, ce qui n'est pas une nouveauté, ne doit pas nous faire oublier ce qui se passe dans l'Afrique centrale. Il y a là une réalité qui nous concerne directement, d'abord de manière historique, mais aussi aujourd'hui par les liens réels qui nous réunissent avec ces populations. Il me semble que l'essentiel de l'actualité devrait plutôt porter sur les vrais problèmes et non pas sur des choses anecdotiques ou marginales. Il faut recourir aux agences de presse étrangères pour savoir ce qui se passe dans des endroits où l'armée française est engagée. Il serait peut-être grand temps que l'opinion publique puisse être informée sur les vrais problèmes internationaux dans lesquels la France se trouve engagée. Merci Père pour ce billet qui nous invite à regarder au-delà de ce qui fait l'actu du jour. Rendez-vous ici dans 2 semaines. À propos d'actu, que disent vos hebdomadaires chrétiens cette semaine ? Alors que chaque matin, la prudence nous invite à sortir avec un gros manteau et une écharpe, vos hebdomadaires se sont donné le mot pour nous faire saliver sur les beaux jours. Avec ce père et sa fille, par exemple, sur une falaise au bord de la mer, qui font la couverture de pèlerins. Le magazine attire notre attention sur les randonnées spirituelles, vertes, solidaires, citadines, 10 idées pour marcher en famille. À vous donner des fourmis dans les pieds. À noter le sujet sur les familles confrontées à l'homosexualité. Article où on aurait été heureux, parmi tous ces témoignages respectables, d'avoir un rappel de ce que dit l'Église et des raisons pour lesquelles elle le dit, en lieu et place peut-être de l'incontournable avis du psychanalyste. La belle saison est souvent celle des mariages, comme le montre la couverture de Famille chrétienne avec ces couples de mariés à la mairie et à l'Église. En lisant le gros titre, on voit que l'hebdomadaire ne lâche rien. Il envisage, si la loi pour le mariage pour tous est appliquée telle quelle, de recourir à des solutions plus radicales, comme le découplage entre mariage civil et religieux. En couverture, la vie présente du sable et un tracteur d'enfants, pas pour jouer, mais pour symboliser la politique des grands travaux en France que la rédaction considère comme gabegie d'État. À l'heure de la crise, des sommes fabuleuses sont investies dans des projets inutiles et polluants, dénonce-t-elle, s'appuyant sur l'éclairage de l'économiste Jean Gadret, membre de l'organisation altermondialiste Attac. Ce sable en couverture fait aussi songer à celui mouvant dans lequel semble s'enliser l'exécutif français, comme le décrit clairement Jean-Pierre Denis dans son éditorial qui revient sur l'affaire Cahuzac. Enfin, France catholique nous montre des enfants bermuda et t-shirt en train de jouer au dehors. L'illustration d'un sujet sur le patronage du Rocher intitulé « Des oasis pour que l'espérance renaisse dans les cités ». Dans son éditorial, Gérard Leclerc explique les liens entre l'esprit de saint François et celui de saint Ignace pour mieux comprendre le pape François. Place maintenant à notre dossier. Cet entretien a été enregistré dans l'après-midi de jeudi, juste avant que ne s'ouvre la session au Sénat, où Bruno Retailleau, sénateur de Vendée, doit être présent. Donc plus de 280 amendements ont été déposés. De quoi parle-t-il ? De tout. D'absolument tout. Il y a 2 catégories d'amendements. Il y a des amendements de suppression, c'est-à-dire qu'on va essayer de supprimer l'article 1, l'article sur le mariage qui pose le mariage de couple, bien sûr, de personnes de même sexe, mais on va déposer des amendements de suppression sur tous les autres grands articles. Et puis, il y a une autre catégorie d'amendements qui est là pour essayer de rectifier au moindre mal le texte. Alors ce sont des amendements qui visent par exemple à rappeler que le mariage, c'est une institution et pas seulement un contrat qui unit un homme et une femme, qu'un enfant, il n'y a pas de droit à l'enfant, mais qu'on doit toujours viser que la loi, conformément d'ailleurs à la Convention sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, c'est d'abord l'intérêt de l'enfant et à être éduqué, élevé par son père et sa mère, etc. etc. Voyez. Donc on en a plus de 280. C'est très différent de l'Assemblée nationale, puisque au Sénat, on peut aussi s'inscrire, le plus de sénateurs qu'ils le souhaitent d'ailleurs, sur chaque article, d'abord avant que l'article ne soit discuté, pendant que l'article est discuté et juste à la fin, au moment du vote de chaque article. Donc on va se battre pied à pied parce que rien n'est encore joué. Il faut compter avec le Sénat.
Alors justement, on vous a vu haranguer les foules avec beaucoup de vigueur le 24 avril. Donc question, où en êtes-vous aujourd'hui? Votre combativité, personnellement, vous êtes dans quel état d'esprit là? Écoutez, ma combativité se renforce. Ma combativité se renforce parce que je crois qu'on a devant nous un déni de démocratie. Ça n'est pas acceptable qu'on ait eu à la fois le tripatouillage des chiffres, à la fois les problèmes d'organisation que la préfecture de police de Paris a posés aux organisateurs. Quelques jours, on apprend avant l'organisation de la manif du 24 mars qu'on ne pouvait pas avoir les Champs-Élysées. Ensuite, refus de la commission des lois de recevoir les organisateurs de la manif pour tous. Insulte puisque le rapporteur des lois au Sénat traite tous les manifestants d'homophobes. Et un président de la République qui parle de consistance, comme on parlerait d'une masse informe, mais encore une fois, avec un refus, un autisme total du gouvernement. Ça n'est pas possible, parce que sur un sujet, c'est Mme Taubira qui parle, de civilisation, on ne change pas de civilisation au gré des majorités parlementaires, fugaces, éphémères. On ne peut pas changer de civilisation en catimini, ça n'est pas possible. Il faut recourir au peuple. D'accord. Guillaume Goubert, dans La Croix, est-ce que vous avez eu des échos d'autres sénateurs de l'opposition? Oui, bien sûr. Notamment. On a fait dans le journal de ce matin un dossier sur l'ouverture de la discussion au Sénat et notamment en abordant la question de l'adoption qui, semble-t-il, va tenir une certaine place dans vos discussions puisque certains sénateurs prônent d'introduire une possibilité d'union pour des couples de même sexe avec adoption simple et non pas adoption plénière. L'adoption plénière, elle aboutit à créer un père et une mère, à doter un état civil avec un père et une mère à un enfant. Si on crée un état civil avec deux pères et deux mères, il y a une négation de la réalité biologique qui pose évidemment un énorme problème. Donc certains pensent que la solution peut être l'adoption simple, qui ne nie pas le fait que l'enfant puisse avoir ailleurs un père ou une mère. Qu'en pensez-vous ? Il y a un certain nombre de choses choquantes dans ce texte et très franchement, il faut que les téléspectateurs sachent que ce sera un match en 3 manches. La première manche a eu lieu à l'Assemblée nationale. La deuxième va se jouer au Sénat. Il y aura bien sûr la navette dans chacune des assemblées. Et la troisième manche, ce sera le Conseil constitutionnel. Pour moi, pour nous, et je pense qu'on va le faire valoir au Sénat, ce texte pose des problèmes en ce qu'il est parfaitement contraire à l'identité de nos grands principes constitutionnels. La question de la présomption de paternité, c'est-à-dire la question de la filiation. Oui. Comment voulez-vous poser cette question de la présomption de paternité quand on veut donner de mère, par exemple, à un même enfant ? Oui. C'est absolument aberrant. Le problème de l'adoption, oui. Adoption plénière, ça signifiera pluriparentalité. Enfin, je veux dire que là encore, on touche la limite de texte et il y a encore bien d'autres arguments qu'on va développer. Mais il est clair que sur l'adoption, on a un vrai problème. Mais le problème, au-delà de l'adoption plénière ou de l'adoption simple, c'est qu'est-ce qui est bon pour l'enfant ? Or, de nombreux pédopsychiatres nous ont averti qu'un enfant, pour se construire lui-même, a besoin de cette double figure, de cette altérité, figure masculine, figure féminine. Un homme n'est pas une mère comme les autres, une femme n'est pas un père comme les autres. C'est une évidence qui procède de la nature, qui procède du bon sens. Mais moi qui suis élu, moi qui vois que le principe de précaution, souvent dès qu'on veut faire des routes, etc., des grands aménagements, dès qu'on trouve une espèce de triton, etc., on nous bloque tout. Et là, il s'agit de petits hommes, il s'agit d'enfants, de leur avenir. On n'a pas de consensus scientifique, au contraire, on a des mises en garde. Et alors, le principe de précaution, qui est un principe constitutionnel, on devrait passer dessus. Là encore, c'est choquant, profondément choquant. Alors, on voit bien que la majorité, le gouvernement bloque, n'a pas changé d'avis depuis le début. Est-ce que le Sénat pourrait pas tenter, les sénateurs de l'opposition pourraient pas tenter un peu de négocier, peut-être passer cette adoption simple pour essayer de faire en sorte que on puisse aboutir à une sorte de compromis ? Je pense qu'il ne peut pas y avoir de compromis. Franchement, sur ce texte, le texte est mauvais. Le texte est mauvais parce que ses racines, sa source part de mauvais pieds. Je ne serais pas du tout hostile à ce qu'on puisse rehausser un certain nombre de droits, par exemple dans le PACS, en matière de succession. C'est une évidence. En revanche, poser cette question du mariage et faire que le mariage devienne possible entre personnes de même sexe, là, on ruine, je veux dire, des milliers d'années de civilisation. Pas seulement chrétienne, d'ailleurs. L'Église
catholique finalement a fondé le mariage sur une loi qui lui est antérieure. Mais je veux dire qu'à partir de là, vous avez quelque chose de profondément vicié et vous ne pouvez pas améliorer un texte dont les bases... Alors, il y a une stratégie du moindre mal. Peut-être certains d'entre nous vont proposer, par exemple, l'union civile, l'alliance civile, voilà. Bon, pour faire en sorte qu'on puisse cantonner à la conjugalité, c'est-à-dire que seule l'institution concernerait les adultes. Le mariage, c'est tout autre chose. Qu'est-ce qu'à la Croix, justement, on a à dire sur ces différentes options, comme notamment l'union civile ? Comment dire, la Croix, elle suit une ligne depuis le début qui est simple, qui est d'appeler à réfléchir, pour reprendre une expression qui a été utilisée par le rabbin Bernem, et elle a beaucoup alimenté la réflexion. Notamment, on a été parmi les premiers à donner la parole à ceux qui soulèvent la question de l'inconstitutionnalité de ce texte, et qui effectivement, on est parti sur quelque chose d'extrêmement long. Pour l'anecdote, ce matin, j'entendais un enregistrement de Madame Vallaud-Belkacem pendant la campagne électorale où elle disait tout sera réglé, y compris la PMA, pour le printemps. Voilà, le printemps commence et on imagine mal que les choses soient réglées avant longtemps. Donc c'est un débat de très longue haleine, qui est pour nous, à la Croix, absolument passionnant à suivre, parce qu'il révèle des tas de choses, il amène à se poser des questions très sérieuses, très profondes. Il y a une mobilisation qui est surprenante dans son caractère durable. Donc c'est une question où on continue à appeler au débat, à la réflexion, à éviter les choses désagréables, insultantes, malheureusement il y en a, dans un sens comme dans l'autre, et d'un débat qu'il est vrai le gouvernement n'a pas favorisé, mais qui malgré tout s'est instauré. Vous dites très, très longue haleine, mais là je crois que c'est jusqu'au 12-13 avril que c'est un peu programmé, et puis ça peut passer en première lecture finalement. Il y a juste 6 voix, il y a juste 6 sénateurs qui... Non, mais vous savez... Peut-être, on ne sait pas. Oui. Hein, tout est possible. Oui. Mais il y aura navette, puisque le texte, si par malheur, le texte était voté au Sénat, il le serait dans des conditions différentes de celles que l'Assemblée a adoptées. Donc ça veut nécessairement dire passage à nouveau à l'Assemblée, passage au Sénat, sans doute une commission mixte paritaire, 7 députés, 7 sénateurs, et puis ensuite saisine du Conseil constitutionnel, bien entendu. Le problème, c'est que cette idée du mariage pour tous, c'est un paquet qui est en même temps un cheval de Troie. Il faut le comprendre. Et je pense que cette idée-là est profondément subversive. Alors bien sûr, c'est présenté sous de grandes idées généreuses, l'égalité pour tous, etc., etc. Mais le droit au mariage pour tous, c'est le droit à l'enfant pour tous. Le mariage va avec l'adoption et l'adoption ira nécessairement avec la PMA et demain avec la GPA. La Cour européenne de justice nous contraindra, dès lors qu'on aura adopté, et si nous adoptions le mariage pour des couples de même sexe, alors à pratiquer très vite la PMA. C'est une évidence, il ne faut pas se cacher. C'est une hypocrisie de prétendre l'inverse. Merci beaucoup, merci messieurs. Voilà, c'est la fin d'À la source, votre journal d'actualité religieuse, nationale et internationale. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine, même heure, même endroit.